Messieurs, dames, ce soir on va parler d'un nouveau sujet. Un nouveau sujet qui je pense vous intéressera pas mal. Hier nous avions parlé de possession démoniaque, ce soir on va parler de poltergeist. Le poltergeist est quelque chose qui est très redouté, surtout dans le milieu occidental. Bien sûr que c'est un terme qui vient d'allemand, donc forcément c'est très répandu chez nous. Et donc dans ce podcast nous allons voir au travers d'une petite balade en récit l'histoire du poltergeist et les cas qui ont été rencontrés à travers les âges. Trois coups. Juste trois. Toujours dans le silence. Dans certaines maisons, c'est dans les murs. Dans d'autres, c'est au sol ou au plafond. Et toujours ce doute. Quelque chose veut-il entrer? Ou quelque chose cherche-t-il à sortir? Ce que vous vous apprêtez à entendre n'est pas un conte ni une fiction. Ce sont des témoignages, des enregistrements, des extraits d'enquêtes, de dossiers médiatiques, des récits où les meubles bougent, les appareils éclatent, les pieds de lit se soulèvent. Ou parfois, le bruit même, lui-même, devient un message. On les appelle poltergeist. Et dans cette émission, on va essayer de comprendre ce qui frappe. Trois coups, toujours les mêmes, distincts, claqués dans un silence, un bruit sourd régulier, comme un appel, comme une mise en garde, comme une présence. Dans certaines maisons, ces coups viennent du mur, dans d'autres du sol ou du plafond, parfois d'un meuble, et toujours quand ils apparaissent, quand personne ne s'y attend. La télévision s'éteint d'un coup, une lumière vacille, un objet chute, et au milieu de tout cela, la sensation étrange que quelque chose ou quelqu'un essaye de se faire entendre. On les appelle des poltergeists, des esprits frappeurs. Un mot venu de l'allemand, poltern pour le vacarme et geist pour esprit. Des esprits bruyants qui dérangent, mais surtout qui laissent des traces. Contrairement aux simples hantises ou aux visions, un poltergeist, lui, agit sur la matière. Il déplace, il perturbe, il brise et parfois, il brûle. Ce phénomène ne date pas d'hier. On retrouve des récits similaires dès le XVIe siècle. Mais c'est surtout à partir du XIXe siècle, avec la naissance du spiritisme, que les poltergeists vont devenir des objets d'étude, de peur et de fascination. Parmi tous les témoignages recensés, certains résistent à l'explication rationnelle, car ils ont été observés, mesurés, documentés par la presse, par des scientifiques, par des témoins dignes de confiance. Voici plusieurs de ces histoires. La première nous emmène en Sicile, janvier 2024, dans le petit village de Caneto di Caronia. C'est une bourgade tranquille, en bord de mer, quelques centaines d'habitants tout au plus. Et soudain, les téléviseurs prennent feu. Littéralement. Les câbles électriques fondent, même quand ils sont débranchés. Des climatiseurs explosent, des interrupteurs noircissent, et personne ne comprend pourquoi. Les pompiers sont appelés, puis la protection civile, puis encore des ingénieurs, et personne ne trouve de cause logique. Les installations sont changées, les murs sont testés, on cherche des fuites de gaz, rien. Des mesures électromagnétiques sont relevées bien au-delà des normes. Certains parlent de micro-ondes, de rayonnement anormal venu de la mer. Les habitants sont évacués. L'armée italienne mène même une enquête parallèle. Et pourtant, aucun sabotage, aucune explication définitive. Le village restera en observation pendant des mois. L'affaire de Caneto reste l'un des rares cas contemporains officiellement classés comme phénomène inexpliqué avec preuves matérielles. Plus tôt, dans les années 70 en Angleterre,
une autre famille vit l'enfer pendant plusieurs semaines. Cette fois-ci, à Thornton Hills, dans la banlieue de Londres. Tout commence par des bruits dans les murs, des claquements toujours la nuit. Puis, la radio du salon s'allume toute seule. Elle émet un chant, en latin, des psaumes. La lampe du couloir tombe d'elle-même. Le chien grogne vers un coin de la pièce. On sent une présence. Quelque chose d'invisible, mais lourd. Oppressant. Les manifestations s'intensifient. Des objets changent de place. Des portes claquent. L'atmosphère devient irrespirable. La famille fait appel à un prêtre qui vient bénir la maison. Et peu à peu, tout s'arrête. Le récit de cette affaire est rapporté dans plusieurs ouvrages sur les poltergeists, notamment celui de Colin Wilson. Il n'a pas été relié par la presse de l'époque, mais les témoignages sont nombreux et cohérents. Pour certains chercheurs, il s'agit d'un cas typique, une activité progressive, localisée, puis une disparition soudaine après une action spirituelle. Plus récemment encore, aux États-Unis cette fois, en 1987, dans le Wisconsin, la famille Tolman achète une maison à Oregon. Une vieille ferme, calme, entourée de champs. Au début, tout va bien. Et puis, les enfants commencent à parler. Ils disent voir un homme rouge dans leur chambre, la radio s'allume toute seule, une chaise bascule sans qu'on la touche. Des voix se font entendre dans la maison. La famille se retrouve complètement terrifiée. Ils décidèrent donc de contacter l'émission, à l'époque assez populaire, Unsolved Mysteries. Le reportage est diffusé quelques mois plus tard. Les visages sont floutés, les noms changés, mais l'affaire devient malgré tout virale. Des dizaines de milliers de téléspectateurs, des réactions du public, des experts consultés, et pourtant, aucune fraude n'a été, sur le temps, détectée. La famille refuse même toute rémunération et finit par fuir la maison. L'affaire des Tolman est un des rares cas de poltergeist à avoir été documenté médiatiquement en pleine ère moderne. Alors, que faut-il comprendre? Que cherche à nous dire un poltergeist? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ce chaos? Deux grandes explications existent. Elles ne s'excluent pas forcément. La première, sur une piste scientifique, c'est celle de la psychokinèse. Une hypothèse étudiée depuis les années 50, notamment par les chercheurs William Rowle aux États-Unis et Hans Bender en Allemagne. Pour eux, ces phénomènes pourraient être causés par une personne, totalement inconsciemment. On parle alors d'un agent focal, souvent un adolescent en période de trouble, de stress ou de transition. Le trop-plein émotionnel ne trouve pas d'issue intérieure et alors se projette vers l'extérieur. Il agit sur l'environnement. Il déplace, il casse, il perturbe. Ces chercheurs ont documenté des dizaines de cas similaires. Et dans bien des dossiers, dès que la personne quitte le lieu, le phénomène s'interrompt. L'autre hypothèse, plus spirituelle, évoque la présence d'une entité. Quelque chose d'extérieur, une conscience, un souvenir du lieu, un défunt. Une douleur non exprimée qui hante encore les murs. Dans ce scénario, le poltergeist cherche à communiquer par des coups, des déplacements, des signes. Et parfois, il attend qu'on le reconnaisse. C'est cette logique qui pousse certaines familles à faire appel à des prêtres, des médiums ou encore des chamans. Non pour se débarrasser d'un fantôme, mais pour libérer une mémoire. Et si on regarde les faits, certains signes reviennent. Plus précisément, 5. Le premier, un classique. Les coups dans les murs, rythmés, répétés, parfois répondant à des questions. Dans un deuxième cas, très populaire aussi également, les objets déplacés. Des clés, des bibelots, des chaises, parfois sous les yeux d'un témoin et parfois même enregistrés par des caméras. Il y a aussi le phénomène des pannes électriques, ampoules qui claquent, téléviseurs qui s'allument seuls, radio qui grésille ou encore qui s'allument seuls
même sans être branché sur l'alimentation. Un autre point important, qui nous vient même de la Grèce antique, ce sont les jets de pierre. Un phénomène ancien appelé lithobolia, décrit par le philosophe anglais Joseph Glanville en 1682. Un cas plus atypique, mais recensé plusieurs fois, les brûlures. On parle de combustion locale, des coins de rideaux, des pages de livres, des taches noires sur les murs ou sur les sols, sans flamme visible. Bien sûr, certaines de ces manifestations peuvent s'expliquer. Bois qui travaille, installation électrique vétuste, humidité, mais pas toutes. Et c'est là qu'il faut être méthodique. Quand un phénomène se produit, le réflexe doit être noté, tenir un journal, car chaque détail compte. L'heure exacte, les personnes présentes, ce qui a été vu ou entendu, où chacun se trouvait, ce qu'il y avait autour, lumière, appareil, météo, bref. Et s'il y a des preuves, visuelles ou sonores, il faut impérativement les sauvegarder. Car dans un événement isolé, tout peut s'expliquer. Mais une répétition documentée, là, on est sur une piste. Et surtout, ne jamais rester seul. Ne pas laisser la peur s'installer sans cadre. S'entourer, parler, consulter. Qu'il s'agisse d'un technicien, d'un électricien, d'un psychologue ou d'un intervenant spirituel. Ce qui compte, ce n'est pas de prouver. C'est de comprendre et de ne pas subir. Parce que, dans bien de ces cas, ce qui fait le plus peur, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on n'entend pas. Ou ce qui continue de frapper, sans jamais vraiment répondre. Certains bruits finissent par s'estomper. Les murs redeviennent silencieux. Les objets restent à leur place. Les lumières ne clignotent plus. Et on respire à nouveau. Mais ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, reste en soi. Pendant longtemps. Ce qui reste après un poltergeist, ce n'est pas toujours une preuve. Ce n'est pas toujours un traumatisme, c'est quelque chose d'indéfinissable. Un espace vide où le doute s'installe. Ce qu'on a vécu n'a peut-être laissé aucune trace physique, mais quelque chose a changé en nous, dans notre regard, dans notre mémoire et même parfois dans nos croyances. Ce doute existe aussi dans les institutions. Car si on parle de fantômes, de coups dans les murs, d'objets qui volent, cela devient vite une affaire de sensations, de témoignages, de subjectifs. Mais quand la presse s'en mêle, quand la police est appelée, quand des enregistrements circulent, alors tout change. Et c'est précisément ce qu'il s'est passé dans l'un des cas les plus emblématiques du XXe siècle, l'affaire d'Enfield en Angleterre. Nous sommes en 1977, dans le nord de Londres. Le quartier d'Enfield est populaire, modeste. Une mère célibataire, Peggy Hodgson, vit seule avec ses 4 enfants dans une maison mitoyenne. Un soir, sa fille Janet, 11 ans, l'appelle. Elle dit que le lit bouge, tout seul. Sa mère pense d'abord à un jeu. Mais le lendemain, ce sont des bruits qui résonnent dans les murs, des coups, des claquements secs. Puis un meuble qui se déplace légèrement sous ses yeux. Sous les yeux de Peggy. Elle appelle la police. 2 agents sont rendus sur place. Ils entendent des bruits. L'un d'eux voit même une chaise bouger d'elle-même. Un rapport est rédigé, conservé dans les archives de Scotland Yard. Mais rien ne s'arrête. Les phénomènes continuent. La presse s'en empare. Le Daily Mirror publie plusieurs articles. Une équipe de photographes installe des appareils déclenchés par mouvement. Sur plusieurs clichés, on voit Janet projetée en l'air, les bras levés, le visage figé. 2 chercheurs de la Society for Psychical Research, alias SPR, Maurice Gross et Guy Lyon Playfair prennent alors l'affaire en main. Ils passent des mois à observer, noter, enregistrer. L'un des éléments les plus troublants, la voix gutturale de Janet. Une voix d'homme, rauque, venue d'on ne sait où, qui répond aux questions par l'intermédiaire de la fillette. Les enregistrements existent encore aujourd'hui.
perturbant et intact. Well, I was asleep. Mr. Frank, I was asleep and he was talking. Sound. But loud, was talking. Janet, Margaret and Betty, I was asleep and he was talking. Mais rapidement, les sceptiques s'en mêlent. Certains affirment que Janet a tout inventé, qu'elle est ventriloque, qu'elle manipule les objets. On pointe du doigt des incohérences, des moments captés où elle semble tirer les ficelles. La SPR continue pourtant son étude, concluant que certains phénomènes ne peuvent être expliqués par la supercherie seule. Alors, le doute persiste. À ce jour, l'affaire d'Enfield reste un cas limite, à la frontière entre l'expérience intime et l'observation scientifique, entre le crédible et l'invérifiable, entre le besoin de croire et la nécessité de douter. Mais Enfield n'est pas une exception. D'autres cas moins connus ont franchi les portes des hôpitaux, des tribunaux ou encore des laboratoires. Car parfois ce qui commence comme un simple bruit dans la nuit finit dans un rapport psychiatrique, une décision de justice ou une étude universitaire. Certains psychiatres ont documenté des cas où les phénomènes paranormaux s'accompagnaient de troubles dissociatifs, de traumatismes anciens ou encore de mécanismes de défense inconscients. Dans ces lectures, le poltergeist devient donc une mise en scène de l'inconscient. Non pas une fraude, mais une forme d'expression somatisée. D'autres, au contraire, soulignent que ces manifestations ne correspondent pas au schéma clinique habituel. Ils notent des témoins multiples, des enregistrements, des interruptions soudaines lors d'interventions religieuses ou rituelles. Des faits tangibles, difficiles à réduire à un seul diagnostic. La question reste donc entière. Que considère-t-on comme une preuve? Est-ce une photo? Un son? Un témoignage? Une mesure? Ou l'accumulation de détails cohérents sur une longue durée? La science exige répétabilité, neutralité et contrôle. Le vécu, lui, se fiche des laboratoires. Il est immédiat, émotionnel, profondément intime. Et souvent, c'est là que le poltergeist agit, à la croisée des deux. Il est visible, mais insaisissable. Matériel, mais insoutenable. Mesurable, mais non reproductible. Et pourtant, à travers le monde, les cultures ont toujours reconnu ce type de phénomène, sous d'autres noms, avec d'autres codes, mais avec les mêmes symptômes. Le lithobolia, comme on l'appelle, est une tentative d'identification. On croit qu'un esprit sans nom est dangereux. Le nommer, c'est le canaliser. Dans la tradition germanique, le poltergeist est souvent lié à un esprit d'un défunt agité, resté coincé entre deux mondes. On bénit la maison, on récite des prières et parfois on fait appel à un passeur d'âme. En Asie, plus précisément au Japon, les Ashiki-warashi sont des esprits d'enfants farceurs. Ils ne sont pas vus comme des enfants maléfiques ou des esprits maléfiques, non, mais comme des présences capricieuses. Ils font du bruit, déplacent des objets, perturbent le quotidien, mais on les tolère, parfois même avec bienveillance. On leur laisse du riz, des sucreries, on leur parle, comme un membre de la maison. Et avec tout ça, dans notre culture contemporaine, eh bien, le cinéma s'en est emparé. Du film Poltergeist en 1982, avec sa télévision comme portail, à des films plus récents comme The Conjuring ou Grave Encounters, le phénomène est devenu icône. Peur collective, archétype, on s'y projette, on l'imagine, on l'invoque parfois, même sans le vouloir. Mais au fond, ce que ces histoires racontent, c'est notre rapport à l'invisible. Ce que nous acceptons, ce que nous nions, ce que nous voulons comprendre. Et surtout ce que nous redoutons de découvrir. Alors, que reste-t-il quand tout s'étue? Des questions, des silences, des traces parfois dans les objets ou les souvenirs. Mais surtout, un vertige. Le sentiment que quelque chose nous dépasse, que le réel n'est peut-être pas aussi solide qu'on le croit et que parfois, ce sont les murs eux-mêmes qui veulent parler. 3 coups.
Toujours les mêmes. Pas pour faire peur, mais pour rappeler qu'on ne sait pas tout. Et qu'il faut parfois écouter ce qui frappe. Peut-être juste un écho. Celui de notre besoin de sens, qui frappe à la porte du réel. Merci à vous pour votre écoute et vos messages. Si l'épisode vous a parlé, pensez à liker, bien sûr à vous abonner à la chaîne, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ou dans le chat ce que vous pensez des poltergeists. Dans les podcasts et les vidéos qui seront diffusées, vous trouverez toutes les sources de mes recherches en description. C'était Ellie, et vous étiez dans le Talk Paranormal. N'oubliez pas de garder la tête froide et le cœur ouvert.